sera essentiellement politique, notamment l'annonce de la candidature du président Ouattara à la prochaine présidentielle, la candidature de Pascal Affi N'Guessan, la manifestation de grogne devant la CEI suite à l'absence du nom de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire et la sortie du RHDP de l'UDPCI avec la candidature annoncée de Mabry Touakeus à la présidentielle. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, ce soir, Dr Arthur Banga. Il est historien, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, salut. Docteur Geoffroy Kwao, qui malheureusement n'a pas répondu à notre invitation, qui finalement n'est pas venu. Docteur Guibé Songuine Datien, juriste, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Antoine Assalé Moko, journaliste directeur général de l'Éléphant déchaîné. Bonsoir. Bonsoir. Alafé Wakili, journaliste directeur général de l'Intelligence d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Sylvain Debailly, journaliste à connexioivoirienne.net. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, cher ami. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, on met les pieds dans le plat, en commençant, et pas évidemment, à la politique. La Côte d'Ivoire, indépendante, a célébré ses 60 ans vendredi. Dans son traditionnel discours de la veille, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Il a évoqué un cas de force majeure qui l'a poussé à reconsidérer sa volonté de ne pas briguer de nouveaux mandats. Je vous propose de suivre cet élément et on en parle, on l'analyse juste après. Le président Alassane Ouattara est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il l'a annoncé à la veille de l'indépendance du pays, lors de son message à la nation mettant ainsi fin à 4 semaines de suspense. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Alors qu'il avait décidé de prendre sa retraite, le désormais candidat du RHDP aux prochaines joutes électorales explique ce revirement de situation. M'amène à reconsidérer ma position. Pour Patrick Hachi, l'un des artisans de ce revirement, qui s'exprimait sur France 24, le président sortant est l'unique ticket gagnant pour le RHDP dans le contexte actuel. Ayant perdu, nous, le chef d'équipe, qui était le candidat choisi par le parti pour le 31 octobre, on se trouve dans une situation où on ne peut prendre aucun risque. Trouver en quelques jours un candidat qui fasse le consensus, qui ait la légitimité pour gagner avec le large score au premier tour qu'on a l'objectif d'atteindre, c'est quelque chose de quasiment impossible. Et la raison, l'amour du pays et la nation nous a tous amenés à insister, et j'insiste bien sur le mot, auprès du président Alassane Ouattara pour lui demander, malgré tout, de revenir sur sa décision. L'annonce de la candidature du président Ouattara a suscité des clameurs chez ses partisans, comme ici au rond-point de Treichville, où un rassemblement a fini par une procession dans les rues. De l'autre côté, des manifestants de l'opposition se sont insurgés contre ce qu'ils ont appelé le mandat de trop. Une décision, une annonce du président de la République qui a suscité beaucoup de réactions qui continuent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Vos premiers commentaires et analyses, chers invités. Docteur Arthur Banga. Bon, merci. Je pense que c'était pas une grosse surprise, hein, en ce sens que depuis la mort du Premier ministre, on voyait toutes les demandes, toute l'orchestration qui était faite. Et les réactions aussi ne sont pas une surprise en ce sens. La première annonce de renoncement avait décrispé l'atmosphère. On sentait aussi dans les discours que depuis quelques temps déjà, la question allait se poser et les débats autour allaient naître. Pour ne pas faire l'ultra-trépidanisme et rentrer dans les débats de fond que je ne maîtrise pas, je pense qu'on est un juriste ici. Néanmoins, ça pose quand même quelques questions générales. Finalement, nous ne sommes pas arrivés à canoniser, à sacraliser la limitation des mandats dans nos constitutions. Généralement, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose de garanti, parce qu'on peut créer un débat, on aura forcément un débat. Je ne suis pas juriste, hein, donc je vais laisser le Conseil constitutionnel, peut-être les juristes de plateau en parler, mais aujourd'hui, la limitation des mandats, qui est un principe de la démocratie athénienne, j'insiste à l'origine de la démocratie,
qu'on avait voulu ramener, je pense, dans l'esprit de nos nouvelles constitutions, n'est plus garanti. Donc, il faut réfléchir à un mécanisme, comme l'ont fait peut-être les Burkinabés, pour garantir cela. Deuxième question que ça pose, c'est le fonctionnement même de nos partis politiques. Voilà, on est dans des partis politiques, bon, dans le cadre du RHDP, donc RDR, devenu RHDP, peut-être du FPI, tendance Laurent Gbagbo, où les pères fondateurs sont encore présents, et même avec le PDCI d'Henri Konan Bédié. Et donc, comment se crée une démocratie au sein de ces partis? Comment faire émerger de nouvelles personnes? On ne peut pas reprocher à Alassane Ouattara de l'avoir fait, parce qu'il a fait quand même jusqu'à ce qu'on ait le malheureux événement. Mais derrière, on voit que le système n'est pas garanti, parce que finalement, un événement même imprévu, même un cas de force majeure, ne garantit pas ce fonctionnement démocratique, cette émergence de nouvelles classes politiques dans nos partis politiques. Donc, au-delà des contestations qu'on a aujourd'hui, on a deux questions fondamentales qu'on doit se poser. Limitation des mandats, comment on le garantit? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que demain, si le président redevient candidat, je vois très mal comment le Conseil constitutionnel va l'empêcher de le faire. Ça veut dire que demain, n'importe quel président pourra se baser là-dessus et recréer une nouvelle constitution pour répartir sur le deuxième mandat. Et donc, l'esprit de la limitation des mandats n'est pas garanti. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment garantir cet esprit de la limitation des mandats. Il faut que nos partis politiques travaillent aussi à l'émergence d'autres visages qu'à part les leaders charismatiques. Il faut qu'eux-mêmes travaillent aussi à l'émergence de nouveaux leaders au-delà d'une personne, de vraies équipes générationnelles. Je pense que c'est les vraies problématiques qui sont posées aujourd'hui, parce que tout ce qu'on voit comme manifestation pour moi, c'est pas opportun, parce que la décision sera quasiment prise, je vois très mal, comme je l'ai dit, sans entrer dans le fond des débats, comment ça va se poser. Antoine Assalé Tchimoko, je vous vois acquiescer depuis. Non, je partage entièrement son point de vue. Son point de vue, comme je le dis, le vin est tiré, on va le boire. Le constat est que... Vous, depuis quelques mois, vous militez pour que les trois grands de la politique ivoirienne se retirent. Moi, j'estimais que constitution ou pas, à partir du moment où, depuis 1993, la Côte d'Ivoire n'a pas connu vraiment de stabilité en raison des antagonismes entre les trois grands, M. Ouattara, M. Bédié, M. Gbagbo. Depuis très longtemps, j'avais estimé que pour 2020, la course à la présidentielle devait être exclue pour ces trois-là. Parce que dès l'instant où un seul aurait des chances de revenir au pouvoir, les autres verraient une occasion d'aller encore à l'affrontement. Et donc, M. Ouattara avait dit qu'il se retirait, ça a été salué, ça avait décrispé un peu l'atmosphère. Le candidat qu'ils ont désigné est décédé et comme le docteur le disait, il n'y avait pas derrière un autre mécanisme qui permettait de proposer un autre individu en dehors de M. Ouattara. Donc on revient au même schéma. Aujourd'hui, M. Ouattara déclare sa candidature et comme je l'ai dit depuis longtemps, c'est M. Ouattara seul qui peut arrêter M. Ouattara. Je ne vois pas le Conseil constitutionnel en place actuellement, aller rendre un arrêt pour invalider la candidature de M. Ouattara. Devant cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau qu'il faudra peut-être qu'on fasse une autre réflexion plus profonde sur comment on fait pour que nos présidents ne soient pas tentés par le désir de se maintenir en chaque fois touchant à la Constitution. Vous voyez, dernièrement, au Bénin, ils ont essayé de cadenasser un peu leur constitution avec un nouvel article 42 nouveau au Bénin, en 2019. Ils ont dit que quelqu'un qui a fait 2 mandats au Bénin, de son vivant, ne peut plus faire un 3e mandat. C'est très clair. N'importe qui peut interpréter un tel article. Parce que pour que fasse un 3e mandat, il faut mourir pour revenir pour être encore candidat. C'est très clair. Je le dis de façon triviale comme ça, mais c'est plus clair. Chez nous, on crée des situations où on est dans l'interprétation. C'est vrai que c'est de droit, mais on aura des positions qui ne sont pas honnêtes. Des juristes qui ont dit une chose hier, aujourd'hui viennent en dire le contraire, en disant qu'ils se sont mal pourvus au départ, maintenant ils ont mieux compris. On ne s'en sort pas. Ce qui compte, c'est la garantie de la paix. Comment on fait pour que le pays soit en paix? Une fois que M. Ouattara a dit que les candidats, ça met sur les épaules de l'opposition une responsabilité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils continuent de dire qu'il n'est pas éligible et donc tant qu'il sera dans la course, nous, on n'y va pas? Ou bien ils disent on s'en va et comment on fait pour le battre
Voilà les questions qu'on se pose. Et pour moi, c'est ça les questions de fond. Pour le reste, on peut faire le débat pendant des mois. Le Conseil constitutionnel va se prononcer et ils diront que M. Ouattara est éligible. Après ça, on fait quoi? Voilà la question de fond. Alain Wakili. Oui, moi, je veux d'abord rappeler le contexte, parce qu'il y a des observateurs qui se plaignent que l'occasion du 7 août, du 6 août, message à la nation a été choisi pour passer le message. Il faut noter que, contrairement... Les observateurs, dans le prolongement de ce que vous dites, estiment que le président Ouattara a été invité par ses militants et les cadres de son parti pour se présenter. Et le 6 août, c'est pour tous les Ivoiriens. Oui, justement. Évoquent. Oui, justement. Vous savez, le 6 août, c'est pour tous les Ivoiriens, c'est en même temps la République. Après quelques jours où il avait dit qu'il ne se prononcerait pas avant le 40e jour du Premier ministre, après aussi la tribune de ses partisans lui demandant d'être candidat, en venant annoncer cette décision le 6 août, il choisit justement la République. Il choisit d'en faire une affaire nationale et non une affaire partisane. Et non une affaire des seuls militants du RHDP. Il dit « je vais parler à l'ensemble des Ivoiriens ». Lorsque le chef de l'État parle à l'ensemble des Ivoiriens, il ne faut pas considérer la partie personnelle qu'il évoque. Il délivre un message à l'ensemble des Ivoiriens. Donc il a estimé que sa candidature n'est pas une candidature uniquement pour le RHDP, ce n'est pas une réponse à donner uniquement au RHDP et il ne fallait pas donner la primeur uniquement au RHDP. De la même manière que lorsqu'il avait décidé de n'être pas candidat, il est parti à Yamoussoukro devant le Congrès. Ce n'est pas d'abord au RHDP qu'il a dit. Il a d'abord dit à l'ensemble des Ivoiriens à travers le Congrès, je ne suis pas candidat. Et une semaine après, il est revenu dire ça au RHDP. De la même manière, avant d'aller informer le RHDP qu'il est candidat, il informe l'ensemble des Ivoiriens qu'il est candidat. Parce que la première fois, le RHDP lui demandait d'être candidat, mais il a refusé. On trouve normal qu'il informe l'ensemble des Ivoiriens pour dire « je ne suis pas candidat », mais lorsqu'il devient candidat, comment on peut trouver anormal qu'il revienne encore dire à l'ensemble des Ivoiriens « je suis candidat ». Donc je voulais expliquer ce contexte-là pour que la démarche puisse être comprise comme une démarche républicaine. Docteur Guy Bessongui, tout le monde aujourd'hui parle de droit. On estime, vous l'avez entendu tout à l'heure, Antoine Assaletiemoko, on entend dire que les articles de la Constitution en cause, notamment l'article 183, ne sont pas suffisamment clairs. Tout le monde pointe du doigt aujourd'hui les juristes. Que vous êtes? Que répondez-vous? Alors merci. Avant justement de répondre à cette question, je voudrais dans la droite ligne de ce que vient de dire Alafé, relativement à l'annonce du président de la République via le discours de l'indépendance, montrant qu'il va être candidat à nouveau. Je voudrais voir là une forme de parallélisme de compétences ou de formes. Parmi les formes, il s'est exprimé le 5 mars dernier devant le Parlement réuni en congrès. Donc, discours à la nation. Il s'exprime à la nation pour dire qu'il prend l'engagement de ne pas faire un autre mandat après multiples réflexions. Donc, discours à la nation, il s'exprime devant la nation, bien que ce soit une position personnelle, cette position personnelle a un impact sur la vie de la nation, un impact sur le cours de la vie politique de la Côte d'Ivoire. De cette même façon, par l'une des formes, comme je l'ai indiqué, lorsqu'il prend cet engagement, il revient notamment sur cet engagement, il trouve bien indiqué, pour s'être exprimé préalablement à la nation, de s'exprimer à nouveau à la nation, lui donner la primeur et lui dire notamment les fondements qui l'ont poussé à vouloir être à nouveau candidat. Vous l'avez bien indiqué, il a évoqué un cas de force majeure, nous n'allons pas revenir là-dessus, découlant du décès du Premier ministre, alors que nous sommes quasiment à quelques jours, quelques semaines de la fin du dépôt des candidatures. 12 semaines de la présidentielle elle-même. Oui, 12 semaines de la présidentielle, à quelques semaines aussi de la fin du dépôt des candidatures. Donc, face à cette situation, le président explique que, étant donc dans cette impossibilité, cas de force majeure, irrésistible, c'est la notion de force majeure, qui ne lui permet pas, lui comme à son parti,
de trouver un autre candidat de la nouvelle génération tel qu'il avait souhaité. Alors, juste pour dire là, il y a une forme de parallélisme de forme que le président a bien voulu respecter avec les électeurs, le pacte qu'il a pris ou l'engagement pris envers les électeurs. Revenant donc sur la question juridique, alors mon point de vue en tant que juriste, je veux dire au niveau du fond du droit constitutionnel, j'ai certes lu beaucoup de collègues juristes, beaucoup de constitutionnalistes et de non-juristes aussi, sur les interprétations diverses qui ne... Mais justement, c'est là le problème. Comment se fait-il que ces articles-là suscitent des interprétations diverses? D'accord. Alors, justement, parce que là, nous sommes devant une situation qui est une nouvelle république. Une situation où nous ne sommes pas coutumiers, nous ne sommes pas habitués. Nous avons connu la Deuxième République en 2000. Vous voyez que de 60, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est que jusqu'en 2000, avec la Constitution du 1er août 2000, que nous avons connu une seconde République. Donc, et là encore, dans quel contexte? Contexte militaire, coup d'État et bien d'autres choses. Ici, en droit, lorsque vous révisez la Constitution, les dispositions non modifiées de la Constitution continuent de survivre. Lorsqu'il s'agit de révision. Lorsqu'il s'agit de révision constitutionnelle, la révision constitutionnelle maintient la Constitution en vigueur, sauf les dispositions modifiées ou ajoutées, donc sur les nouvelles dispositions, et les dispositions non modifiées continuent, d'où le principe de la continuité juridique. La Constitution elle-même étant maintenue en vigueur du fait de la révision constitutionnelle. Alors, ce qui sème un peu le trouble, à mon avis, dans l'esprit de certains, c'est que nous ne nous trouvons pas dans le cas d'une révision constitutionnelle. Et cela, nous l'avons expliqué en 2016, lors de l'élaboration de la nouvelle Constitution, qu'il s'agit d'une nouvelle Constitution qui instaure un nouvel ordre juridique constitutionnel, distinct de l'ancien ordre juridique constitutionnel, et l'abroge ainsi de fait une norme juridique, abroge la norme juridique de même valeur ou de même nature. Vous conviendrez qu'il n'y a pas de pirouette juridique, de miracle juridique qui puisse faire coïncider deux constitutions, deux socles juridiques constitutionnels dans le même état. Donc la constitution nouvelle fait que toutes les dispositions de l'ancienne constitution ou de la défunte constitution sont emportées avec les dépouilles de cette constitution ancienne. Il n'y a pas de survivance des dispositions de l'ancienne constitution dans notamment la nouvelle constitution, parce qu'elle a abrogé. Pour dire simple, une norme juridique inexistante ne peut produire d'effet juridique. Très bien. Simplement là d'abord. Alors, sur ce point, juste, parce qu'il y a l'article aussi 183 qui est aussi évoqué. J'ai voulu d'abord expliquer le fait que la révision constitutionnelle ou une constitution révisée qui maintient la constitution en vigueur, nous ne sommes pas dans ce cas, et qu'une constitution nouvelle instaure un nouvel juridique constitutionnel, et la constitution étant la norme suprême, par notamment le principe de la hiérarchie des normes juridiques, donc fait que toutes les lois inférieures doivent être conformes à la norme juridique. L'article 183, qui d'ailleurs est un article depuis la Constitution du 3 novembre 60, puisque nous venons un État, permet notamment a permis à l'époque à ce que la législation antérieurement en vigueur, actuellement en vigueur au moment de l'adoption de la Constitution, si elle n'est pas contraire aux dispositions de la nouvelle Constitution, continue de s'appliquer. Alors comment l'ancienne Constitution ou les dispositions de l'ancienne Constitution peuvent être en vigueur, ou la Constitution même peut être en vigueur au moment de l'adoption d'une nouvelle Constitution? Le principe de l'effet immédiat des normes juridiques. Et l'article 184 de la Constitution précise, j'ai dit 184, non pas 183, précise clairement que la Constitution, la présente Constitution, entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le président de la République. À compter du jour de sa promulgation
par le président de la République. Et elle a été promulguée, comme nous le savons tous, le 8 novembre 2016. Ça veut dire quoi? C'est à partir du 8 novembre 2016 que la Constitution ainsi promulguée par le président de la République a force exécutoire et donc devient par la suite opposable et applicable pour l'ensemble de la population. Le Constitution n'a pas voulu conférer d'effet rétroactif, principe média. Lorsque c'est le cas, il faut qu'il y ait une disposition expresse qui le prévoit comme telle et qui fasse entrer dans le champ de compétence de la Constitution le mandat en cours d'exercice par le président de la République. Et le mandat en cours n'est pas entré dans le champ de la nouvelle Constitution. Je voulais dire que ce n'est pas systématique lorsqu'on adopte une nouvelle Constitution que certaines dispositions ne survivent pas. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait une mention expresse du constituant pour dire notamment pour telle disposition spécifique, donc disposition transitoire, nous voudrons qu'il y ait une survivante de cette disposition transitoire qui est consacrée dans la nouvelle Constitution. 183 dit simplement que lorsqu'on adopte la Constitution, comme je vous l'ai indiqué, c'est la norme supérieure. Vous avez dans l'État des normes. Il n'y a pas de tabula rasa, comme on le dit. Il n'y a pas de vide juridique. Alors, parce que la Constitution est la norme supérieure, lorsqu'elle est adoptée, quel est le sort des dispositions juridiques inférieures à la Constitution ou on dira infraconstitutionnelles? Il s'agit notamment des lois ordinaires ou des lois organiques. Très bien, on vous a compris. On aura l'occasion de revenir sur certains sujets. Sylvain Debailly, comment vous réagissez? Oui, moi je pense qu'il faut aller depuis le début dans ce qui nous amène aujourd'hui à ce qu'on appelle les troisième mandats. Moi je pense que le terme le plus convenable même c'est troisième candidature parce que le mandat n'est pas encore acquis. Mais il faut aller au début à la rédaction même de cette constitution, à la mise en place du comité d'experts. En novembre, du moins en mai 2016, avec le président Ouraga Oubou. Le président aurait pu mettre en place un comité plus ouvert et pluridisciplinaire, mais on s'est contenté de mettre ensemble des hommes, des constitutionnalistes, qui, au final, nous ont sorti un texte avec beaucoup de termes imprécis. On évoque aujourd'hui cet article 183. M. Assalé a écrit que c'était une malice. Moi, je n'utiliserai pas ce terme, je parlerai plutôt de ruse. En écrivant de façon pas claire un article qu'on savait qui allait être interprété à souhait. Aujourd'hui, on en est là. Les constitutionnalistes eux-mêmes ont exposé leurs contradictions sur cet article-là. Est-ce que le président a droit à un troisième mandat ou pas droit à un troisième mandat? Finalement, dans ce discours, le président a tranché. Il dit qu'il est éligible. Mais ce qui me chagrine un peu, moi, c'est que le président, en justifiant sa troisième candidature, ne se base pas sur la loi, mais il évoque plutôt un cas de force majeure. Est-ce que le cas de force majeure, c'est écrit? Est-ce que c'est inscrit dans la Constitution? C'est la Constitution, en tout cas la loi, qui doit déterminer le cadre dans lequel on candidate. Et ce n'est pas ce que l'on pense. Donc, cette troisième candidature, elle est arrivée. Je pense que maintenant, il appartient, après tous les discours qu'on a entendus, il appartient maintenant au juge constitutionnel de trancher en toute indépendance. Et je voudrais, moi, que, au nom de ce que le professeur Ouraga Oubou a appelé à l'époque le devoir d'ingratitude, que le président du Conseil constitutionnel tranche et qu'il nous dise de quel côté se trouve vraiment le droit. Je souhaiterais également à ce niveau qu'il me surprenne, moi. Salé l'a dit tout à l'heure, il n'y a que Ouattara qui puisse arrêter Ouattara. Moi, je fais confiance au président du Conseil constitutionnel qu'il va dire le droit et nous l'attendons. Mais en même temps, cette troisième candidature, je voudrais dire qu'elle soulève, à mon sens, quand même quelques interrogations. Est-ce que le RHDP, comme le président évoque un cas de force majeure, est-ce que le RHDP était-il vraiment un parti politique organisé, donc qui, comme dans une voiture, peut avoir donc des pièces de rechange à tout moment, en disant qu'il est candidat parce que bon, il y a eu cet incident et cet événement malheureux avec le décès du Premier ministre. C'est-à-dire que cela voudrait dire qu'on n'a pas préparé, on ne s'est pas préparé sur tous les plans.
Mais c'est aussi valable pour toutes les grandes formations politiques en Côte d'Ivoire. Oui, mais on fait quand même parce que les il y a toujours des plans. Les grands leaders sont inamovibles jusque-là. C'est ce qui est malheureux. Il faut faire, moi, à mon avis, des appareils politiques dans lesquels les gens peuvent se remplacer. Si le RHDP peut bien donner des candidats, ce ne sont pas les candidats qui manquent dans ce parti-là. Le président avait parlé de la nouvelle génération qui voulait transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Est-ce que la nouvelle génération qu'il a évoquée là se limitait à une seule personne? De sorte que quand cette personne n'est pas là, c'est le président lui-même qui se positionne. Bon, tout cela nous amène quand même à beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, il a fait sa déclaration. On voit qu'en ville, à certains points stratégiques, il y a des corps habillés partout pour, n'est-ce pas, maintenir l'ordre. On aurait pu éviter tout ça, à mon avis. Docteur Arthur Banga, vous vouliez réagir tout à l'heure? Oui, quelques réactions. Bon, en fait, sur l'instant du 7 août, bon, sur le premier instant, je comprends, c'était quelque chose d'historique. S'adresser à la nation. Ce jour-là, réuni le Parlement pour nous annoncer. Je pense que tout le monde a applaudi, je dirais même les 4000 si j'en avais. Voilà. Après, pour le 7 août, je pense, à mon avis, que le président aurait pu choisir une autre date parce que le 7 août, c'est le jour de l'indépendance, c'est le jour où s'adresse à tous les Ivoiriens. Il ne sera pas le candidat de tous les Ivoiriens, même s'il a le souhait, et même s'il le souhaite, il y aura toujours une partie qui ne votera pas pour lui. Je pense que là, je comprends tout à fait. Le problème, c'est que s'il avait dit qu'il ne serait pas candidat, personne ne se serait plaint. Oui, mais parfaitement, parce que dans l'histoire, on le laisse terminer. Je suis historien. On le laisse terminer. Une fois, je suis historien. Dans l'histoire, dire que je ne suis pas candidat, ça a vraiment un impact national. Là, c'est tous les Ivoiriens qui sont concernés par ça. Parce qu'on rentre, et la preuve, la première fois qu'il a dit qu'il n'était pas candidat, qui n'a pas commenté? Partout dans le monde, on a vu des tweets, le président même le commenter. Donc, ne pas être candidat n'a pas le même impact qu'être candidat du point de vue historique, du point de vue même de la représentation nationale. Quand le président avait dit qu'il n'était pas candidat, c'est toute la Côte d'Ivoire qui était fière de dire que nous sommes là, en ce moment-là. Donc, bon, au-delà, ça, c'est des choses qui sont déjà faites. Mais pour revenir au plus important, qu'est le futur, je reviens sur le problème que j'ai posé en début. Surtout sur la Constitution. Vous savez, moi, je le dis, j'ai voté oui à la Constitution parce que je n'ai jamais concerné quelque chose de personnel. On ne va pas à la Constitution parce que ça va considérer X ou Y. Quand on parle de Constitution, quand même, c'est la loi fondamentale. Donc, il ne faut même pas penser à Ouattara, à Bédié, à Ali Diarra Souba, non. Quand on vote la Constitution, on doit être en accord avec ce qu'on veut. Et il y a quand même un esprit. Voilà, il y avait l'esprit de la limitation des mandats. Quand on entend, moi je ne veux pas rentrer dans le fond, je ne veux pas faire le tautologue, ce n'est pas mon droit. Mais je dis que cet esprit-là n'est pas préservé. Et que la prochaine fois qu'on doit réfléchir à la Constitution, si on veut garantir la limitation du mandat, il faut le garantir clairement. Les Burkinabés l'ont fait, les Béninois viennent de le faire, et le juriste sur le plateau nous a dit qu'on peut le faire. Donc prochainement, il faudrait qu'on canonise la limitation des mandats. Parce que si on ne la canonise pas, si on a toujours ces interprétations qu'on a, on n'aura jamais de limitation de mandat. Parce que chaque président, au bout de 2 mandats, qui va vouloir passer un 3e mandat, va poser la question de la Constitution, va la renouveler et va nous trouver des formules de ce genre et continuer. Et quand on a un système présidentialiste comme le nôtre, comment on va s'y opposer? Il faut que, moi, le seul avantage qu'on peut avoir, le gros avantage qu'on peut avoir quand on voit les 2 têtes qui vont en candidature, c'est des gens qui ont leur vie derrière eux. Voilà. Donc, quand ils vont gagner, qu'ils se posent vraiment la question de la nation sur cette question-là. Pour terminer sur ça, pour revenir, comme Assalé l'a dit tout à l'heure, sur l'impact politique lui-même, il faut être clair, pour le RHDP, c'était la meilleure chose. C'était le candidat qui pouvait incarner, qui pouvait rassembler, voilà. Même si je pense que le président avait encore le pouvoir de peser de tout son poids pour rassembler autour d'un candidat. Moi, c'est ma conviction personnelle. Je pense que n'importe qui l'aurait choisi, il aurait pu garder les rangs autour de lui. Mais c'est peut-être plus simple pour lui. Pour l'opposition, je dis, mais finalement, elle n'apprécie pas à sa juste valeur cet acte. Évidemment. Parce que réellement, ça leur facilite la tâche. Sérieusement. Parce que quand on prend le PDCI, l'argument de l'âge,
il ne va plus tenir. L'argument de passer à une nouvelle génération, il ne va plus tenir. Quand on prend dans l'idée de rassembler l'opposition, au-delà d'un projet, quoi qu'on dise, on peut faire du tout sauf Ouattara et rassembler en plus du projet. Donc il faut qu'il parte réellement sur le combat politique. Il faut qu'il surfe sur les opportunités, parce que le RHDP le fait très bien. Voilà. Ce n'est pas les quelques manifestations, brûler quelques pneus ici et là qui vont permettre, mais il faut vraiment, pour eux, oublier s'engager dans le combat politique. Et je pense finalement que pour eux, ils ont des arguments contre campagne qui sont partis. Ils ont même un argument qui peut être fédérateur. Il faut qu'ils surfent dessus. Voilà, pour nous proposer une élection plus ouverte, qu'ils oublient, pour ceux qui y rêvent encore, les questions d'insurrection et consorts, pour se concentrer sur les questions politiques. À la fin, vous voulez réagir tout à l'heure? Je voulais, relativement à ce qu'il a dit sur les dispositions à clarifier, noter que, par exemple, la vice-présidence avait été instituée, et il a été dit que le vice-président est élu en même temps que le président de la République qui le choisit. Et il s'est trouvé que l'élection ayant déjà eu lieu, la Constitution a prescrit une disposition transitoire pour dire que dans le cadre de la mise en place de cette Constitution, le président de la République est autorisé à choisir le vice-président, ce qui a été fait. Je pense que les rédacteurs qui ont interprété auraient pu simplement écrire « L'adoption de la présente Constitution ne permet en aucun cas au président de la République en exercice de faire un nouveau mandat ». Je pense qu'il était possible de mentionner de façon expresse cette interprétation qui était faite à l'époque, et puis au lieu de venir dire non, c'est ceci, c'est cela, il était tellement simple. Je pense que la Constitution étant impersonnelle, je ne suis pas sûr qu'on peut se mettre une disposition... Non, elle est impersonnelle, mais elle a été personnalisée pour le vice-président. Non, j'arrive. Elle a été personnalisée pour le vice-président. Oui. Et l'impersonnalité générale n'empêche pas que un individu qui a été 2 fois président, on dit nul ne peut être plus de 2 fois. Donc c'est personnalisé finalement, même dans l'exemple béninois qui vient d'être donné. Donc il est possible, lorsqu'un peuple veut sortir de la confusion, de le faire. Et cela n'a pas été fait. Lorsqu'il dit songer à l'avenir, j'interpelle pour dire qu'on pourrait le faire. Très bien. En fait, ce que je veux dire, c'est que... on n'a pas besoin de le créer tel que... Oui, on peut trouver une autre formule. Je veux dire que c'est le principe de la non-rétroactivité des lois qu'il fallait... Non, je veux dire... Sauf précision. Si on met une décision, sauf si on écrit expressément que les règles qui limitent les mandats de l'ancienne Constitution continuent à survivre dans cette Constitution. Oui, bien sûr. Une telle rédaction, elle est très claire. Voilà. On dit la même chose. Donc, vous voyez que c'était la formulation. Voilà. Maintenant, au-delà, je veux dire que la question de fond revient. Ça veut dire que depuis 1993, et la modification constitutionnelle, la nouvelle constitution en 2000, puis celle de 2016, il y a toujours eu cet enfumage-là de nos juristes, nos experts, qui ont embarqué les Ivoiriens dans des considérations qui sont politiciennes pour nous donner des constitutions qui sont très soumises à interprétation. Parce que l'environnement, il s'y prête. Les Ivoiriens même ont été conditionnés dans cet esprit-là. Et donc, on arrive toujours, chaque 10 ans, à interpréter la Constitution. On a vu en 2000, quand Tiakoné, avec des arguties juridiques, a éliminé tout le monde, il a fini par venir se confesser comme un enfant devant les Ivoiriens pour dire que je me suis trompé, on m'a poussé à dire des choses. Vous voyez, ça coûtait des morts. Ça a coûté des vies humaines, d'accord? Ensuite, on a eu le cas de Paul Yaoundé en 2010, qui lui aussi est venu errer, qui a décidé d'annuler des voix, alors qu'aucune disposition en Côte d'Ivoire n'autorise le président du Conseil constitutionnel à renverser la volonté populaire pour proclamer un résultat. Ça n'existe nulle part. Mamadou Coulibaly l'a dit, il a été hué, il allait le dire à Paris encore pour dire qu'il n'y avait aucun texte qui permettait à Yaoundé de faire ce qu'il a fait. Ça n'existe pas. Lui-même, après, vient dire que on a été possédé par le diable. 3000 mois plus tard, on se retrouve en 2020 avec un problème avec notre Constitution. M. Ouattara est-il éligible ou pas? On dit que c'est le juge constitutionnel seul qui doit décider. Mais quand on voit tout ce qui s'est passé depuis 2000 jusqu'à maintenant, quelle est la confiance que le peuple a dans son juge constitutionnel? Par conséquent, la décision qu'il va rendre dans cette élection
est frappé de suspicion parce qu'on dit que le juge constitutionnel, il est RHDP, il est ceci. Donc, on n'a aucune confiance dans le juge constitutionnel. Donc, ça, nous, on dit, le vin est tiré, il faut le boire, il faut que les partis politiques d'opposition, ceux du pouvoir, chacun sa stratégie, qu'on revienne dans le principe de ce qui doit compter, c'est le pays. Dès l'instant où on nous a tous manipulés, parce que même la levée de l'âge limite, pourquoi ils ont fait ça? Les Ivoiriens ont voté en 2000 massivement pour que personne à 75 ans ne se présente encore. Pourquoi ils ont levé? M. Bédier s'offre dessus aujourd'hui, mais lui, ça l'arrange. Mais pourquoi ils ont levé ça? Ça veut dire qu'on a manipulé encore le peuple de Côte d'Ivoire pour le conduire au même scénario des 3 grands qui se retrouvent encore à être candidats. Voilà où on nous amène. Donc, je pense que le plus important maintenant, il faut qu'on se mette au travail et qu'on comprenne qu'il faut une constitution qui est très claire et que plus jamais les Ivoiriens ne soient à interpréter l'élection, une constitution à la veille des élections. Docteur Arthur, je reviens à vous tout à l'heure. Il y a quand même deux notions à différencier. La notion de la limitation du mandat et la notion de la limitation de l'âge. Voilà. La limitation du mandat, elle est née avec la démocratie. Les tout premiers magistrats dans la Grèce antique avaient droit à 1 an renouvelable déjà. Et c'était déjà expliqué dans les textes de la démocratie pour ne pas qu'ils soient des gens tellement influents pour verrouiller la cité athénienne. Voilà. La limitation de l'âge, non. Elle n'est pas née avec les principes de la démocratie. Voilà. Elle est née peut-être avec ce qu'on peut penser de la capacité d'un homme à un certain âge. Voilà. Moi, personnellement, je suis très attaché à la limitation des mandats, mais la limitation de l'âge, pas nécessairement, parce que quelqu'un à 150 ans, on souhaite tous le vivre, peut se sentir dynamique, peut se sentir bien. Je ne vois pas pourquoi il ne va pas bénéficier de ses droits civiques. Voilà. Donc pour moi, la limitation de l'âge est qu'on peut se tutoyer. On est d'accord qu'une constitution qu'on met en place est toujours le fruit d'une expérience qu'un peuple a vécue. Mais bien sûr. On a connu Houphouët-Boigny, qui est resté au pouvoir jusqu'il a fait le mandat de trop, et à la fin de son règne, il ne tenait plus les rênes du pouvoir. Il ne pouvait plus, l'âge et l'intellectualisme ne pouvaient plus tenir. Et donc, les Ivoiriens ont tiré leçon de cela. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu mettre dans leur constitution. Et d'ailleurs, même, ils sont tous d'accord dessus. M. Gbagbo l'a dit, que quand on a 75 ans, on ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'à cet âge-là, on est constamment malade. Et donc, on ne doit plus se présenter. C'est comme ça qu'il a justifié la limite d'âge avec l'âge plafond. M. Bédier, en 2010, il a dit aussi, hein, c'est aussi une parole aussi qu'il a donnée, qu'il ne fera pas comme les autres, qui se présentent au-delà de 80 ans. Aujourd'hui, il a 86 ans, il est encore candidat. M. Ouattara, aujourd'hui, a 78 ans. Lui-même disait dans plusieurs interviews qu'à un certain âge, il est normal que certains se retirent pour laisser place à une nouvelle génération. Donc, cette expérience qu'on a vécue depuis Houphouët-Boigny, les Ivoiriens ont le codifié dans leur constitution pour dire à 75 ans, on ne veut plus que quelqu'un soit candidat. Aujourd'hui, tout ça a sauté. Et à 86 ans, on est candidat. À 78 ans, on est candidat. Donc, à 100 ans, on peut être encore candidat tant qu'on peut parler. Non, on ne peut pas continuer à faire ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on nous donne une constitution que le futur président qui va venir... Joe Biden, il a quel âge? Comment? Joe Biden, il a quel âge? Non, on ne peut pas comparer les États-Unis. Leur système politique est très clair. Et donc, le président des États-Unis, ce n'est pas comme le président de la Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est des fédérations. Dans chaque État, il y a un gouverneur. Le président gère que la politique. Vous pensez que le président des États-Unis a moins de boulot que le président de la Côte d'Ivoire? Non, je veux dire le niveau qu'ils ont atteint aujourd'hui n'est pas le même que la Côte d'Ivoire. Très bien, on vous a compris tous les deux. Docteur Guy Bessangui. Oui, je voudrais juste dire que la constitution que nous avons, du 8 novembre 2016, contrairement à certains éléments qu'on lit par-ci, par-là, ou certains propos, n'est pas obscure. Elle est claire. La Constitution du 8 novembre n'a pas non plus de dispositions qui sèment le trouble, ou du moins qui flouent les citoyens. Je vais expliquer à nouveau. C'est vrai qu'il y a de la passion autour de la chose. Lorsque vous parlez de l'article 183, et d'ailleurs c'est un article qui ne concerne en rien la limitation du nombre de mandats. Il ne concerne en rien l'article 55. Tout le monde s'est fourvoyé dans l'article 183. L'article 183, je vais vous l'expliquer, c'est simplement le sort des normes juridiques inférieures à la Constitution qui sont applicables au moment où on prend une norme juridique fondamentale. Quel est leur sort? Puisque les normes juridiques infraconstitutionnelles doivent être conformes à la norme supérieure, on dit simplement, le législateur dit simplement, le constitution du moins dit simplement, que ces normes-là, pour continuer à s'appliquer, doivent être conformes à la Constitution. C'est-à-dire, autrement, elles ne doivent pas être
contraires à la Constitution pouvaient être applicables, sauf en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente Constitution, pas à la Constitution antérieure. Alors, tout le monde s'est engouffré dans cette brèche de l'article 183, qui est un fondement juridique inexistant, qui ne concerne en rien la limitation. La limitation, c'est l'article 55, alinéa 1. L'article 55, alinéa 1 dit clairement, expressément, que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Et l'article ne poursuit pas. Disant que, tu vois, il est clair. C'est pas ça le souci en réalité. J'arrive. Mais disant que le mandat en cours, lorsque vous rédigez... Non, ça on a bien compris. Moi, je fais du droit positif. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Constitution dit? Ça on a bien compris. Je ne dis pas ce que la Constitution ne dit pas ou qu'est-ce qu'elle aurait pu dire. Attention, pas ce qu'elle aurait pu dire. Qu'est-ce qu'elle dit en l'état actuel? En l'état actuel, si elle avait voulu exclure le mandat en cours, parce que un président, il est élu sous l'empire d'une constitution précédente. Et son mandat continue de l'autre côté. Et quand vous ne voulez pas que la limitation concerne ce mandat, qu'est-ce que vous dites? Le constituant, quand vous êtes constituant. Vous dites que le mandat en cours n'est pas concerné. C'est ce qu'on demande. Vous voyez? Alors, donc, c'est pour ça que c'est clair. Puisque ce n'est pas écrit, donc c'est clair. Je suis d'accord. Pour dire que le mandat, c'est 2 ans, et le président de la République, qui est élu par la nouvelle constitution de la 3e République du 8 novembre 2016, est élu pour ce mandat précis, candidate pour un premier mandat. Et je vous l'ai dit encore, l'article 184, encore plus précis, dit que la Constitution, la présente Constitution, je reviens là-dessus, la présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation. C'est assez clair. Si la Constitution entre le jour de sa promulgation... Qui ont rédigé la Constitution... Oui, c'est pour ça que je dis en fait là... C'est eux qui évoquent l'article 183. Parce que l'article 183, c'est vraiment ça n'a rien à voir. L'article 183 existait dans la Constitution du 3 novembre 60. Pourquoi? Je vous explique aussi. Parce que dans la Constitution du 3 novembre 60, la Côte d'Ivoire est devenue un État souverain. Quand vous devenez un État souverain, vous avez une nouvelle, vous avez une Constitution. La Constitution peut être élaborée de façon initiale. Ça, c'est une élaboration de façon initiale. Nous avons la première Constitution, c'est l'acte de naissance de la République de la Côte d'Ivoire, d'un État souverain. Alors, mais avant que la Côte d'Ivoire n'accède à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale, il y avait des normes. Vous avez une législation française qui avait cours, qui était en vigueur. Alors, c'est pour ça que je parle de politique de la table rase ou la table vide. Lorsque vous accédez à la souveraineté, vous ne dites pas qu'on balaie toute cette législation. Parce que le pays vit, fonctionne sur l'état de ses normes. Alors, le constituant précise, et c'est en cela que je veux bien dire aux uns aux autres, que ce n'est pas une pirouette maintenant dans la Constitution de 2016. C'est 3 novembre 1960, et pour que la législation actuellement en vigueur, au moment de l'adoption de la Constitution, de la proclamation de l'indépendance pour la Constitution de 3 novembre, continue de s'appliquer. Alors, si la Constitution de 3 novembre a des dispositions pour lesquelles les normes inférieures doivent être conformes, alors si elles sont contraires, elles sont abrogées. Si elles ne sont pas contraires, c'est très technique. Voilà, en fait, je veux dire juste un mot. C'est bien. Quand les juristes s'expriment ainsi, le peuple il est embarrassé. C'est tellement technique et c'est difficile à comprendre. Il faut dire simplement, parce que moi j'ai lu hier un homme politique de grande dimension dans un parti politique qui a déclaré que l'article 183 a été créé expressément pour que M. Ouattara ne soit pas candidat en 2020. Mais l'article 183 en question, et c'est là qu'il y a toute cette manipulation. Comme il a dit, quand vous prenez la Constitution de 1960, la première Constitution de 3 novembre 60, l'article 83 en question, c'est la même formulation. Et dans la Constitution de 2000, c'est l'article 133. C'est le numéro 76. C'était l'article 76 de la première Constitution de 2000. Ce que vous dites, c'est qu'il y a de la manipulation. C'est une manipulation. Et le même article, la même formulation est dans la Constitution de 2000 sous l'article 133. Et c'est le même article, sous la même formulation qui est dans celle de 2016 sous l'article 183. Ça là. En même temps, on n'a jamais eu de cas. En même temps, on n'a jamais eu de cas antérieur. Où cet article a été motivé. On n'a jamais eu le cas où le président a fait 2 mandats dans l'ancienne constitution. Et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait d'accord avec C'est un cas nouveau en Côte d'Ivoire en plus.
Et c'est ce que nous, on dit. Donc l'article 523 n'a pas été taillé pour exclure le nouveau mandat. Surtout ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne concerne même pas l'article 55. Ce que je suis en train de dire, c'est que soyons plus clairs prochainement. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de dire ici. Nous qui ne sommes pas juristes, hein, désolé, peut-être que c'est plus clair chez les juridiques, soyons plus clairs. Parce que clairement, on a vendu le rêve que c'était 2 mandats bouclés. Voilà. Et maintenant, on se rend compte qu'on s'est trompé, ou on ne nous a pas tout dit. Mais après, le président, lui, il a toujours été cohérent. Il a toujours dit que la Constitution lui permettait de se présenter. Lui, il a toujours été cohérent. Mais il y a toujours des débats. C'est pour éviter tout ça. Parce qu'aujourd'hui, même quand on sort de cette émission, et les téléspectateurs qui nous suivent, chacun sera enfermé dans sa conviction. Voilà. Et comme il l'a dit, on a eu tellement de précédents avec nos juges constitutionnels que personne, de toute façon, ceux qui jurent, attendons le Conseil constitutionnel aujourd'hui. En 2010, ils disaient le contraire du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, en 2010, ils n'ont pas accepté le Conseil constitutionnel. Donc, ils ne peuvent pas en vouloir aux gens qui ne vont pas accepter encore le Conseil constitutionnel. C'est tout ce mélange. Vous aussi, je veux donner l'exemple. En 2010, le président Laurent Gbagbo était rééligible. Il a été élu en 2000, il y a eu la crise et en 2010, il était rééligible. 48. C'était même pas la Constitution qui nous a permis d'avoir des candidats. Ah, non, si. La candidature de 2010, ça n'avait rien à voir avec la Constitution, c'est un accord politique. Si. Non, c'est l'accord de Pretoria. Bon, on le laisse. Je vous explique. Les candidats, à tous les signataires de l'accord. En 2015, ça a été expliqué. Et même en 2015, on n'a pas dit que ça a dérivé de cet accord-là qui a... Donc, c'était pas constitutionnel. On le laisse donner son point de vue. Non. Docteur, je vous redonne la parole tout à l'heure. Celui qui a parlé de la dérivation a expliqué, d'ailleurs, pour arriver à la dérivation, il dit contrairement à ce qu'on a pu croire, les candidatures de 2010 n'étaient pas liées aux accords de paix. Dans la mesure où le président Yaoundé a rendu un arrêt pour dire qu'il n'est pas possible de déclarer des gens candidats sur la base d'un accord de paix. Et tous les candidats ont été soumis aux mêmes conditions, eu égard à la Constitution. Cela a existé. Oui, parce qu'il y avait le contrôle de conformité à la constitution des candidatures. Très bien. Peut-être, mais à chaque fois, c'est que les Ivoiriens encore... Donc, il ne faut pas se méprendre. Peut-être, mais il y avait ce flou, parce que nous, ce qu'on sait, c'est l'article 48 qui a permis à tout le monde d'être candidat. Docteur Guy-Bessambi, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Le juge constitutionnel... Le juge constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution. Bien sûr. Mais l'article 48 dit exceptionnel. Ça n'existe pas. Le juge constitutionnel n'a pas dit, s'il vous plaît, que les candidats vous n'allez pas tous parler à la fois. Très bien. Sylvain? Ça n'existe pas. S'il vous plaît. Oui, Sylvain. Je voudrais le juge constitutionnel pour dire... À la fin, s'il vous plaît. Ça n'a pas existé. Oui, Sylvain. Non, ce que je voudrais dire, c'est que si on est encore à ce débat, c'est ceux qui ont rédigé cette constitution-là qui nous ont mis dans ce débat. Ils nous ont tous trompés, puisque quand le président du comité de rédaction, le comité d'experts, M. Ragaoubou, a été reçu par le président de la République, qui lui a bien dit que non, il n'est pas candidat, il ne fait pas cette constitution pour être candidat à un 3e mandat. Alors, dès lors qu'il savait ça, pourquoi ne pas, comme le disait tout à l'heure Atu, pourquoi ne pas écrire de façon expresse dans cette nouvelle constitution-là que le président... 2 mandats, ça suffit même quand tu as été là et que la République s'est renouvelée. Ce n'est pas le président qui se renouvelle. Il fallait l'écrire de façon claire dans la Constitution. Tous nous ont trompés. Parce qu'après, c'est eux qui sont revenus dire sur les plateaux de télévision que non, le président c'est pas pour faire un 3e mandat. Aussi bien M. Seba Congo, le ministre Bakongo l'a dit, Ragaoubou l'a dit, c'est eux qui ont rédigé cette constitution et c'est eux qui nous mettent aujourd'hui. On parle tous de la même guerre d'interprétation. Comme l'a dit Assalé, peut-être qu'on va penser à une 4e République où on va écrire clairement que le président a 2 mandats. Une révision suffirait. Très bien, vous n'allez pas tous parler à la fois, s'il vous plaît. Il faudra le faire. Très bien. À la fin, en 30 secondes. Voilà mon explication tout à l'heure pour dire que élu en 2010, rééligible en 2000, rééligible en 2010, on a tous vu, lorsque la crise a démarré, le président Gbagbo était rééligible en 2010. Mais lorsque la crise a démarré et que les uns et les autres l'appelaient à partir, il lui faisait miroiter une candidature en 2015. Et voyez-vous, d'ailleurs, il peut à nouveau être candidat en 2020 s'il rentre. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une nouvelle constitution ou pas, ou sauter la limite d'âge. Ça veut dire que la rééligibilité
qui est une seule fois n'est pas assez précisé comme étant un mandat. Ce n'est pas précisé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est rééligible, dès qu'il n'est pas élu, il peut être à nouveau éligible le mandat suivant, tout simplement parce qu'il n'a pas été mandat. Voilà. Et ce que vous dites, c'est que tout cela mérite précision. Tout cela mérite précision. Ça veut dire qu'il est rééligible une seule fois, mais s'il n'a pas gagné, la fois suivante, il devient à nouveau éligible. On aura un débat à la fin de ce mandat. C'est la durée du mandat. On aura un autre débat à la fin de ce mandat. Oui, voilà, ça veut dire à la fin de ce mandat, justement, puisqu'il n'a pas gagné au milieu, vous voyez, son premier mandat, il peut être rééligible. Oui, mais juridiquement, c'est tout à fait logique. En 20 ans, il peut faire 3 mandats. Non, je disais que c'est tout à fait logique parce que simplement, lorsque vous êtes éligible, ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes élu. La Constitution dit simplement c'est un mandat. Oui. Donc, ça suppose que vous êtes élu. Supposé. Là, vous interprétez. Non, c'est pas que je l'interprète. Comment vous pouvez faire 2 mandats suppose plus si vous n'avez pas exercé un premier? Il faut une constitution. C'est évident. Ce n'est pas une interprétation. C'est-à-dire que vous exercez, on vous limitez à 2 mandats. Vous exercez un premier mandat, vous êtes élu. Alors, je vous ai tous bien compris. Je propose que nous passions à un autre sujet, mais avant, nous allons marquer